Comme on dit souvent, on dit souvent ça maintenant, là, on parle de zone de confort. Je ne suis pas dans ma zone de confort. Je suis en territoire un peu inconnu, mais je suis en train d'apprendre, d'apprivoiser un peu nos nouveaux voisins, nos nouveaux partenaires à l'intérieur du CIUS. Puis l'idée de cette présentation-là, c'est justement ça. Pour une fois, je suis habitué d'enseigner, mais pour une fois, j'ai des questions, je n'ai pas de réponse, puis je me fie sur vous pour m'aider à trouver des pistes de réponse. Pas nécessairement les réponses, mais des pistes de réponse. Ma culture, ma formation est plutôt dans les neurosciences, dans le biomédical. Mais je suis psychologue aussi. Je pratique une clinique de sommeil pour les enfants. On fait des interventions essentiellement comportementales, parfois médicales, mais c'est évidemment le pédiatre qui fait ça. Mais je me rends compte, la clinique, ça fait 10 ans cette année que la clinique existe. Puis on fait face à des problématiques qui dépassent largement le sommeil. Les enfants que je vois, donc c'est des enfants que je vois à l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui sont porteurs d'un diagnostic. Et toujours, il y a soit un frère, une sœur ou un des deux parents qui est porteur d'un diagnostic et qui est traité pour un trouble de santé mentale aussi. Des familles désorganisées, un taux de séparation, de divorce qui dépasse les 50 Je n'ai pas affaire simplement à un enfant qui fait de l'insomnie, j'ai affaire à un ensemble de paramètres, j'appelle ça comme ça, qui viennent compliquer la situation, sur lesquels je dois intervenir pour aider le sommeil de l'enfant, parce que le sommeil, il n'y a pas de marqueur pour dire, ça, si on a telle caractéristique du sommeil, ça correspond à un trouble anxieux ou ça correspond à un trouble dépressif. C'est plutôt sensible. On ne sait pas ce que ça mesure, mais c'est bien sensible. Dès que ça va mal, on dort mal. Puis on est tous comme ça, puis c'est de ce dont je vais parler un tout petit peu aujourd'hui, comment ça influence un peu. Puis je vais vous apporter aussi de l'information sur l'aspect biomédical du sommeil, un genre de sommeil 101, pour nous amener ensuite de ça des questions qui sont beaucoup plus à portée sociale, des questions qui, moi, viennent me chercher, pour lesquelles j'ai pas c'est pas des réponses qu'on cherche, c'est des moyens de faire qu'on cherche, en fait, pour répondre à ces questions-là. Puis vous verrez, c'est les deux dernières diapos de la présentation. Donc, déterminant de la santé, c'est bien sûr basé toujours sur l'environnement social, l'environnement matériel, l'individu, et ça touche autant la santé physique que la santé mentale. Mais bien sûr, en ce qui me concerne, c'est le sommeil qui chapeaute le tout, qui est le plus important, qui détermine le tout, pourquoi quelqu'un va bien, va pas bien. Comment on investigue le sommeil? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va apprendre si une personne dort bien, dort pas bien, si un enfant a un sommeil satisfaisant ou pas? Il y a deux méthodes principales, soit des approches qui sont subjectives. Le parent ou le gardien va nous dire comment l'enfant dort. Est-ce qu'il dort bien, il dort pas bien? Ça prend tant de temps pour s'endormir, ça prend tant de minutes. Il est réveillé la nuit ou pas réveillé la nuit. Chez les populations que l'on voit, souvent les enfants ne vont pas interpeller les parents la nuit quand ils se réveillent. Un enfant autiste, par exemple, s'il se réveille la nuit, va jouer avec ses mobiles, va fixer les qui tournent au plafond. Il ne va pas seulement appeler les parents, il ne dort plus. Puis il y a des causes médicales, ça, biologiques plutôt, excusez-moi, causes biologiques, des causes comportementales, puis des mauvaises associations, puis comment les parents considèrent le sommeil. Ma collègue Marilyn Pellestri, à l'hôpital, travaille beaucoup sur les attitudes parentales par rapport au sommeil, puis les attentes des parents par rapport au sommeil. Puis ces attentes-là sont fondées sur des attentes qui font consensus, même s'ils sont fausses ou s'ils donnent des mauvaises pistes un peu. On s'attend que notre enfant fasse ses nuits à tel âge, que ça dure tant de temps, puis tout ça. Puis il y a peut-être des mauvaises conceptions. Est-ce que c'est bien de coucher avec son enfant jusqu'à 6 ans ou pas? Il y a des cultures en pays asiatiques, on dort avec son enfant jusqu'à 10 ans, 11 ans. Ici, on dit non, le moins possible, on pourrait le tuer si on dort avec. Il y a peut-être du vrai dans les deux parties, il y a peut-être du faux aussi. Ça dépend un peu. Donc, méthode subjective, on pose des questions aux parents. Comment votre enfant dort? Comment se passe la nuit? Comment il est le lendemain d'une bonne ou d'une mauvaise nuit? Qu'est-ce que vous faites? Et puis, les méthodes objectives, nos machines que l'on prend, nous, pour enregistrer le sommeil, c'est soit le grand truc, c'est-à-dire au laboratoire avec des capteurs partout sur la tête, sur l'abdomen, la respiration, les mouvements de jambes, les ondes cérébrales, l'électroencéphalographie, ces choses-là, qu'on va installer, qui nous donnent, ça c'est vraiment les mesures objectives, règle d'or un peu, parce qu'on peut tout capter là-dedans, y compris la structure intime du sommeil, les différents stades, la profondeur. On peut détecter si l'enfant fait aussi de l'épilepsie, s'il y a d'autres types de problèmes pendant son sommeil. Ça nous permet aussi de voir quand les enfants atteignent certains stades de sommeil qui sont propres aux rêves. Puis on peut réveiller l'enfant pour qu'il nous raconte à quoi il rêvait. Ça donne l'information un peu sur ses relations sociales, sur comment il intègre des problématiques, etc. Quand on analyse le contenu manifeste, le contenu superficiel du rêve, on ne cherche pas à interpréter les rêves, nous, pour savoir qu'est-ce qui se cache en dessous de ça comme névrose. Bon, on cherche plutôt à savoir qu'est-ce que l'enfant est capable de transmettre comme image, comme idée, comme préoccupation pendant qu'il rêve. Et ça, c'est dans le sommeil paradoxal. On verra un petit peu tout à l'heure les fonctions du sommeil. Mais les deux méthodes, dans l'autre méthode que l'on prend aussi, il n'y a pas seulement au laboratoire, on est bien conscient qu'il y a des parents qui viennent de régions éloignées, par exemple, soit qu'on leur envoie une caméra infrarouge par courrier. Ils enregistrent avec ce qu'il faut, là, ça tient d'une petite boîte,
avec une suce, peuvent mettre sur le mur, mettre une caméra, filmer l'enfant pendant 2 nuits consécutives, une carte mémoire assez puissante, assez grande pour ça. Ils nous retournent ça, les techniciens au labo vont analyser le vidéo. Puis là, on voit le parent qui rentre, qui sort, on voit est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il y a de la lumière, etc. On voit bien dans les maisons d'accueil aussi. Comment l'enfant qui dort, qui a des problèmes de sommeil, bien, on voit que le personnel de nuit, que c'est des filles particuliers aussi, mais que le personnel de nuit fait du bruit, la laveuse à vaisselle qui marche à côté, les gens qui se crient d'une barre à l'autre, d'un corridor, etc. L'enfant ne peut pas dormir, puis s'il est moindrement stressé, un enfant anxieux par exemple, il va se réveiller immédiatement, puis il ne va pas se rendormir, il est trop préoccupé, il est trop mal pris avec ça. On voit tout ça. Il y a d'autres méthodes aussi, on fait porter une montre bracelet, par exemple. Ça, c'est les adolescents surtout. Une montre bracelet qui capte les mouvements puis qui va montrer si l'enfant ou l'adolescent bouge pas. Puis on peut extraire avec un algorithme informatique si c'est du sommeil ou pas du sommeil. Puis là, on voit que même si l'adolescent écrit dans son journal de sommeil, oui, comme papa, maman m'ont dit, je me suis couché à 11 heures, la lumière est ouverte jusqu'à 3 heures du matin, puis il bouge jusqu'à 3 heures du matin, puis on voit tout ça sur notre petit gadget. On voit bien, sans accuser l'adolescent de nous mentir, on peut dire, je pense que tu as de la misère à t'adapter aux horaires qu'on te demande de respecter. Oui, en effet, puis on peut en discuter un peu, voir un peu comment on associe ça. Donc, différentes méthodes, subjectives et objectives. Les deux sont utiles. Les deux nous servent beaucoup à comprendre parce que si ma machine ne mesure pas la plainte que l'enfant me manifeste ou que l'adolescent me manifeste ou que ses parents me manifestent, bien, c'est l'adolescent, le parent ou l'enfant qui a raison. C'est ma machine qui ne sait pas détecter ce dont on parle là. Il faut avoir ce recul-là. Par contre, la machine va m'aider à découvrir des choses qui vont expliquer « Ah, mais il y a peut-être des ondes cérébrales qui sont atypiques, il faudrait peut-être investiguer ça. » Ou il bouge beaucoup des jambes, il y a un problème de jambes sans repos qui peut exister. Donc, on a l'information est importante et est appropriée dans les deux. Donc, c'est les deux grandes méthodes que vous verrez. Le sommeil, ça s'inscrit aussi dans un ensemble de fonctions biologiques qui sont les rythmes du sommeil. Ici, vous voyez le temps. On a deux journées et demie à peu près, 2 journées et tiers, dans cet axe-là. Et vous voyez ici des rythmes qui vont osciller d'un maximum à un minimum, une fois par 24 heures. Puis ça correspond au même cycle que le cycle lumière-obscurité. Puis ce qui nous intéresse, nous, c'est le sommeil, la partie entre le coucher puis le lever, qui se situe toujours au moment où nos rythmes montrent certaines caractéristiques. On s'endort le plus possible, en général, le soir, quand notre température commence à chuter, son point de chute le plus abrupt. Puis on se réveille le matin spontanément, quand notre température commence à monter. La fournaise repart, la machine repart un peu. C'est automatique, c'est géré comme ça. Tous les rythmes sont liés comme ça par une horloge biologique qui existe vraiment dans le centre du cerveau. Et quand on met des gens en isolation temporelle, ils montrent vraiment ça. Dans le carnet de labo, ils vont dire, puis il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de télé. Je me couche pour la nuit, on voit bien la température est en train de chuter. Je me lève pour ma journée, effectivement, la température commence à monter. Tous ces rythmes-là doivent être associés. Puis c'est des rythmes qui sont sociaux aussi. L'heure de prise des repas, pas seulement parce qu'on mange, mais parce qu'on est avec des personnes. C'est important. Donc les enfants, par exemple, que je vois, qui viennent de familles un peu désorganisées, où chacun mange, chacun dans sa pièce, chacun son repas, bien, j'essaie de faire une intervention qui est en dehors de mon champ de compétences, mais de dire, ça serait pas mal le fun si vous preniez au moins souper en même temps, au moins les 2 parents, quand il y a 2, le parent puis l'enfant, pour synchroniser un peu le temps, parce que l'enfant n'a aucune notion de temps, du temps qui passe, qu'est-ce qu'il faut faire, quand et à quel endroit. On ne mange pas dans le salon, on mange dans la cuisine. C'est peut-être des vieilles valeurs, mais pour aider un problème de sommeil, il faut réussir à mettre les choses chacun à leur place. Et ça aide beaucoup, beaucoup. Le sommeil, j'en suis très conscient, se situe dans une écologie énorme. Et puis, ça nous pose énormément de défis à ce moment-là. Donc, ça se situe dans cette écologie biologique-là, qui est celle-ci. Ça a des fonctions particulières, donc il faut tenir compte, parce qu'un manque de sommeil va nuire à ces fonctions-là. Il y a 2 types de sommeil. Puis ça dure, ces 2-là, on les voit, sommeil lent, sommeil paradoxal. Ça se passe en 90 minutes. Puis plus la nuit avance, moins il y a du sommeil lent, plus il y a du sommeil paradoxal. 5-10 minutes de sommeil paradoxal au début de la nuit, avec à peu près 80 minutes de sommeil lent. Puis plus on avance, bien, il n'y aura presque plus de sommeil lent à la fin de la nuit, puis beaucoup de sommeil paradoxal. Chacun a son rôle à jouer, soit pour le sommeil lent, des fonctions somatiques, l'hormone de croissance, la lutte immunitaire. Quand on a une grippe ou un rhume, on fait une lutte immunitaire, notre système immunitaire est stimulé, on fait des grandes ondes lentes, on a un sommeil très, très, très profond, on fait des siestes qui sont très profondes aussi parce qu'on fait la lutte immunitaire. L'hormone de croissance qui est sécrétée en début de nuit, ce qu'on appelle l'homéostasie, tenir l'équilibre entre ce qu'on a mangé, ce qu'on va métaboliser, ce qu'on va garder, réguler la température, baisser, tout ça, c'est le sommeil lent qui s'occupe de cette homéostasie-là. Puis l'autre type de sommeil qu'on a, qui est le sommeil paradoxal, on dit souvent en anglais sommeil REM, Rapid Eye Movement Sleep, parce que c'est un sommeil pendant lequel, c'est paradoxal, parce que nos ondes cérébrales sont comme à l'éveil, ce pas des grandes ondes lentes comme l'autre, des petites ondes rapides, comme si on était réveillé. Les yeux bougent dans toutes les directions, de le nom en anglais. On a une atonie musculaire, on est paralysé. Sauf quelques muscles, là, le créateur a pensé nous faire respirer pendant qu'on dort, fait que les muscles diaphragmes fonctionnent pareil, mais d'autres muscles sont complètement paralysés, on est flaccide,
très facilement réversibles, bien sûr. Et là, on peut rêver. C'est là qu'on rêve. Ça a des fonctions, faire maturer le système nerveux central, pratiquer les mouvements conjugués des yeux parce qu'on n'a pas ça en naissant. Ça nous permet de mettre en mémoire ce qu'on a appris dans la journée, tout ça. Puis, ça permet le rêve. Parce que le cortex fonctionne, le cerveau fonctionne, la mémoire fonctionne, les émotions fonctionnent. On peut les piler dans notre mémoire puis construire des rêves qui ne sont pas nécessairement des symboles. C'est juste qu'on prend des images qui fitent le mieux que notre préoccupation. Fait que si j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui ressemble à une préoccupation que j'ai, ça sera ce personnage-là que je verrai, mais il y aura le propos de la personne qui me préoccupe, par exemple. Ou ça peut être un camion qui nous parle. On voit ça dans les films, c'est vrai dans les rêves aussi. Donc, ça s'associe comme ça, puis c'est le rêve. Le rêve est nécessaire pour un bon équilibre psychologique aussi. Et puis, on voit un peu les interactions. Comment les enfants autistes ne rêvent pas de la même façon que les enfants non autistes. Les enfants TDAH ne rêvent pas de la même façon. Donc, leurs préoccupations, leur façon d'interagir peuvent sortir de là. On les réveille la nuit en plein sommeil paradoxal. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-ci? Sans dire le mot rêve, ils nous racontent. Ah, j'étais... Bon, ils nous racontent ce qu'on va faire. Ça nous aide beaucoup à comprendre un peu les interactions. Est-ce que les enfants autistes voient des visages dans leurs rêves? Est-ce que les enfants autistes émettent des opinions, reçoivent ou interprètent des émotions dans leurs rêves? On peut voir des choses qu'ils font en rêve, qui ne font pas le jour. Ah, on peut peut-être réussir à intervenir à ce moment-là parce qu'on a la capacité de le faire. Donc ça, c'est les fonctions qui sont touchées quand on ne dort pas bien. Ce qui se passe quand on ne dort pas bien aussi, c'est une sensibilité accrue. Chez les enfants, la somnolence diurne, qui est le principal signe d'avoir mal dormi, ils deviennent agités, impulsifs, irritables. Ça devient des enfants assez désirables. Ça ressemble un petit peu à un portrait d'enfant qui a un trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Puis tout le monde, quand on dort mal, on est moche le lendemain. On connaît tous ça, on a tous passé des mauvaises nuits. Pour quelque raison que ce soit, on est moche le lendemain. Puis quand on est trop moche le lendemain, on dort mal la nuit suivante aussi. Ça devient un cercle vicieux. Les gens particulièrement sensibles à ça, ou qui ont un environnement sensible, qui n'ont pas des bonnes conditions, vont perpétuer ça. Ça devient une insomnie chronique. Les enfants qui sont élevés dans des milieux instables, par exemple, vont développer l'insomnie, un mauvais sommeil, parce qu'ils ont des relations insécures, parce qu'il n'y a pas l'environnement qu'il faut, il y a des signaux qui sont divergents, des mauvaises associations, pas d'horaire, etc. C'est tout ça qu'il faut regarder. Sinon, on a un portrait d'enfant qui va devenir agité, impulsif, irritable, trouble de mémoire, trouble de concentration. Chez les enfants qui ont un trouble de santé mentale, ça exacerbe les symptômes, ça augmente les symptômes dont ils font preuve. On verra 2 exemples tout à l'heure pour vous illustrer ça. L'adolescence, j'en parle moins. C'est souvent le mal-aimé, puis dans bien des secteurs, que ce soit en recherche sociale, en recherche en psycho, même en recherche biologique, c'est un peu le trou noir. On s'en occupe très, très peu. Il n'y a pas d'article spécifiquement dédié au traitement des troubles de sommeil chez les adolescents. On met tout ça sous le compte de la biologie, puis c'est tellement loin de ça. Les adolescents que je vois, c'est qu'ils ont un agenda plus chargé que le vôtre puis le mien, puis ça ne rentre pas dans 24 heures. Puis des fois, c'est pour des bonnes choses. Ils font du sport parascolaire, ils sont pères aidants, c'est eux qui accueillent les enfants, leurs petits frères, leurs petites sœurs à la maison à la fin de la journée de classe. Ils ont plein de choses à faire, puis ils sont désorganisés, ils sont à cheval un peu dans une identité d'enfant, une identité d'adulte. On leur donne des responsabilités. Ils peuvent refuser des traitements à 14 ans, ils n'ont pas le droit de voter, ils ont peut-être le droit de fumer de la marijuana avant de conduire, etc. Donc, ils sont dans un flou, un peu comme on se retrouve en société ces temps-ci, on dirait, mais dans un flou dont personne ne s'occupe tellement. Effectivement, à la clinique, on se partage les tâches. Je suis psychologue, il y a une infirmière bachelière qui travaille avec nous aussi, tout ça. Puis elle s'occupe plus des petits-enfants. Puis moi, on me laisse les codes des adolescents, ça fait que mon taux de succès est assez faible. Parce que les adolescents, je réussis à aider un enfant adolescent TDAH ou autiste, peut-être 40 des cas, je dirais, puis c'est vraiment prenant tout le doigté que je peux, puis je suis convaincu qu'il me manque des formations que je dois aller chercher. Chez les enfants, c'est plus facile. Les parents sont en contribution. Puis les adolescents, pas en tout. Les parents se couchent, les enfants font ce qu'ils veulent. Il y a des enfants qui sortent par la fenêtre, ils vont pas rien de mal nécessairement. Un qui va sortir par la fenêtre chez lui, dans Notre-Dame-de-Grâce, il va marcher tout le long chemin Reine-Marie, puis il va revenir chez eux à 4 h du matin, 5 h du matin, parce qu'il ne s'endort pas, puis il y a des mauvaises associations. Puis le lendemain matin, il part à l'école, l'autobus passe à 6 h 30, puis il dort en classe. Il faut essayer de voir un peu comment on gagne ça. Il faut trouver des méthodes, des façons. Ce n'est pas les questions que je vais vous demander, ça je pense à mes collègues psychologues. Il faut quand même voir tous les déterminants qui sont pas juste biologiques, les déterminants sociaux, déterminants psychosociaux aussi, l'environnement, etc., responsabilisation. Ces adolescents-là, donc, sont décalés, c'est vrai. Ils ne vont pas se coucher au moment... La température, le point le plus abrupt de chute de la température n'est pas à 23 heures chez eux, il est à 1 h, 2 h, 3 h du matin parfois chez les adolescents. Puis en vieillissant, 25-26 ans, ça se replace comme c'était avant. Il y a une période de flou encore là aussi, même biologiquement. Donc, il faut penser à tout ça. Autant quand on aborde la question du point de vue psychosocial qu'on aborde du point de vue biologique, il faut penser à l'autre bord aussi, qui a un impact aussi important sur la régulation des fonctions, l'alimentation, le sommeil, la forme physique, etc. L'insomnie chez l'enfant, elle se définit par certains critères. Puis les critères sont souvent définis par, des médecins. Deuxièmement, par des médecins qui s'occupent d'adultes. On ne pense pas à ce qui est spécifique à l'enfant. En général, j'ai mis des étoiles aux 2 critères dont on ne s'occupe pas beaucoup
dans les critères diagnostiques pour déterminer l'insomnie. En général, on va dire délai d'endormissement prolongé, bien sûr, puis ça va être tant de minutes, tant de fois par semaine, etc., pendant tant de mois. Les éveils nocturnes aussi, donc une insomnie de maintien ou une insomnie par un réveil précoce. On se réveille trop de bonne heure. Soit qu'on se réveille pendant la nuit puis il est rendu trop tard, puis tout bad. Quand on se fait réveiller à 4 h, 5 h du matin, puis on est habitué de se réveiller à 5 h 30, 6 h, puis il y a un camion qui passe, bien tout bad, notre nuit est finie. C'est un réveil précoce, mais dans le fond, ça aurait été un réveil nocturne s'il avait été un petit peu plus tôt. Ce qu'on oublie chez les enfants, c'est la résistance au coucher. C'est probablement le problème le plus important. L'enfant ne veut pas aller se coucher. C'est pas juste le 20e verre d'eau ou la comptine ou le 3 millième câlin. C'est qu'ils ne veulent pas, ils résistent, ils ne veulent pas. Parce que c'est d'abandonner le contrôle. Pour aller se coucher et s'endormir, vous savez, si on est préoccupé, on ne s'endort pas. Pour que l'enfant aussi puisse abandonner puis se laisser s'abandonner dans une chambre où il fait noir, il est tout seul, il va rêver à des monstres. Fait que quand on a un trouble de santé mentale, c'est encore pire. Et c'est le problème principal. À peu près jamais abordé dans les critères diagnostiques de troubles de sommeil des enfants. Et l'autre, c'est les autres troubles de sommeil que l'on retrouve, comme les cauchemars, justement, les terreurs nocturnes, se réveiller avec effroi au début de nuit, le somnambulisme qui est un problème, ils se réveillent, ils peuvent sortir dehors, puis se coucher. Un enfant qui est sorti dehors, l'hiver, s'est couché à l'arrêt d'autobus, puis il s'est rendormi là, peut se geler les doigts de pied, etc. Ça arrive, on ne voit pas si rarement que ça, Et c'est des troubles qui apparaissent surtout chez les enfants qui sont plus anxieux, qui vivent des changements d'école, changements de parents, changements de maison quand ils sont en garde partagée, au moins le tiers, ou c'est pas la moitié, il va se en garde partagée, donc il va chez les deux parents, c'est pas seulement qu'ils sont séparés, ils se promènent d'un à l'autre, à toutes les semaines par exemple. Ça cause de toutes sortes d'autres problèmes qui ne sont pas souvent abordés. Qu'est-ce qu'on trouve comme trouble de sommeil? Si on regarde la fréquence des diagnostics dans la population générale, trouble de sommeil, c'est 10 à 35 que l'on trouve, ça c'est pas l'affaire-là, cette affaire-là ici, là. 10 à 35 d'enfants qui montent un trouble de sommeil. C'est assez courant. Puis en général, ça va s'arranger avec le temps. Tout seul avec une intervention ou de l'hygiène un peu. Dans les troubles anxieux, ça monte. La fréquence de troubles anxieux chez les enfants, c'est 10 à 20 à peu près de la population. Là, j'ai pris mes chiffres un peu partout, y compris au NIH, donc en Amérique du Nord. Bien, c'est 50 à 70 qu'on va trouver des troubles de sommeil. Des troubles obsessifs-compulsifs, 90 parce qu'il faut que l'enfant fasse 3 fois le tour sur lui-même, se lave les mains, ranger les souliers dans le bon ordre, tout ça. Ça prend énormément de temps. On va pouvoir s'endormir pour tenir compte de ça. TDAH, TDA avec ou sans hyperactivité, qu'on retrouve à peu près chez 8-9 de la population, de plus en plus maintenant. Puis un autre facteur important, c'est surtout des garçons. Parce que les garçons, on évalue les enfants surtout avec des critères qui sont sexés, qui sont accent aigu, pas Y, qui sont sexés dans le sens où on prend des critères qui sont adaptés à des garçons, pas à des filles. La petite fille qui a un trouble déficit d'attention, qui est dans le fond de la classe, qui ne dérange pas, on la diagnostique pas, on ne la dérange pas, elle ne dérange pas le prof, elle ne dérange pas la classe, on la laisse là. Les autistes, c'est pareil. Derrière, ils ne parlent pas, super. On va m'occuper des 3-4 autres qui m'énervent. C'est surtout ça qu'on fait. Donc, les chiffres sont peut-être trompeurs toujours un peu ici. Autisme, donc, entre 2 tiers ou 1 les troubles de sommeil montent jusqu'à 80 selon le biais de sélection, lorsque les chiffres ont été ramassés dans une clinique, dans la population générale, etc. Selon les strates aussi, accès à des soins, pas accès à des soins. La dépression, qui monte 7 jusqu'à 15 chez les adolescents. 75 de troubles de sommeil chez eux. Troubles bipolaires, on en voit quand même assez maintenant de plus en plus, parce que c'est accepté comme diagnostic chez les jeunes. Bien, 40 à 90 ont des troubles de sommeil, même quand ils sont leucémiques. Même quand leur humeur est stable, ils dorment très mal à 70 mauvais sommeil. Est-ce que c'est juste du biologique? Est-ce que c'est juste de l'environnement, des conditions, des attentes? C'est un peu de tout ça. De l'échec appris aussi, c'est peut-être tout ça. Syndrome Gilles de la Tourette, la même chose, peu de diagnostic. Il y en a probablement plus. Je sais qu'on voit, nous, à la clinique des troubles de l'attention, mes collègues des troubles de l'attention voient beaucoup passer d'enfants qui ont syndrome Gilles de la Tourette. C'est là qu'ils se cachent, entre guillemets, un peu. Il n'y a pas de clinique spécialisée en Gilles de la Tourette, sinon une petite clinique à Louis-H-La-Fontaine. Donc, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans ces populations. Beaucoup de troubles de sommeil. Et rappelez-vous que ça va aggraver leur portrait clinique. Ce qu'on voit quand on fait des études, par exemple, on a fait une petite étude où est-ce qu'on compare le sommeil d'enfants autistes à des enfants neurotypiques, comme on appelle les enfants qui ne sont pas autistes. On a comparé des échelles subjectives et objectives, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Par général, ça s'entend assez bien. Si on regarde le délai d'endormissement qui est prolongé chez les enfants, ça corrèle assez bien. On prend une mesure subjective prise par les parents sur un journal de quotidien de sommeil, ou si on prend nos machines en labo la nuit, on trouve dans tous les deux cas que l'enfant autiste prend du temps. Ça s'en met beaucoup plus. Si on regarde maintenant la structure du sommeil, bien, on voit que plus qu'il y a du sommeil léger, plus le sommeil est très, très léger, plus le QI global, le quotient intellectuel est puni par ça. Il n'est pas moins intelligent. En fait, c'est une mesure de performance. Il performe moins bien, il est atteint, comme on le serait nous-mêmes aussi. Il y a des matins qu'on est plus intelligent que d'autres matins, on le sent parfois, ça. Puis parfois, ça peut dépendre du sort de sommeil qu'on a eu. Si on a trop de sommeil léger, ce dont souffrent beaucoup les enfants autistes, bien, ça les rend moins performants. Ce qui fait qu'on dit, les enfants autistes sont déficients.
Peut-être parce qu'ils dorment mal en partie, il y a peut-être ça. Peut-être parce qu'on prend des tests qui ne sont pas adaptés pour ces enfants-là. On mesure des trucs culturellement biaisés par rapport à leur culture d'autisme, c'est ce qu'ils savent faire. Donc, ça peut les punir aussi. C'est associé aussi à d'autres types de mesures de l'intelligence qui ne sont pas biaisées, justement, comme des matrices, c'est plus moteur. On voit l'association aussi. Les mesures comportementales, on prend des échelles de troubles comportementaux intériorisés, comme l'anxiété, la dépression, extériorisés, comme l'agression, etc. Ça corrèle très bien avec la pauvreté du sommeil lent profond. Même chose quand on regarde chez les enfants qui ont un TSA, donc c'est chez tous les enfants. Les enfants qui ont un TSA, même chose, les échelles cliniques augmentent quand ils ont moins de sommeil lent profond. Quand on a moins de sommeil lent profond, c'est qu'on a un sommeil stressé, trop léger, qui est mal régularisé. C'est associé avec l'échelle clinique, ça. Donc, il faut sûrement, c'est pas la seule cause, il faut sûrement intervenir au sommeil pour aider ces enfants-là. C'est pour ça que les enfants nous viennent à la clinique. Entre autres, pour qu'on arrange le sommeil, on y retourne, puis ça va mieux un peu rendu à la clinique quand c'est temps d'intervenir auprès d'eux. Quand on parle de l'échelle de l'ADI, il y a une autre échelle, comme la DOS, une autre échelle qui marque l'autisme pour le diagnostic. Les comportements répétitifs de l'autisme corrèlent aussi avec l'appauvrissement du sommeil, moins de sommeil lent profond. Donc, c'est des marqueurs qui nous montrent bien comment le sommeil interagit. C'est une plaie, le trouble de sommeil dans toute la société. Chez ces enfants-là, c'est encore plus un problème. Déjà que le sommeil est un enfant pauvre de la santé mentale, c'est un enfant pauvre en santé publique en général, la santé mentale, même si on a un plan d'action en santé mentale extraordinaire, son actualisation n'est peut-être pas optimale. Quand on combine ça, santé mentale enfant, on est la seule, en fait, clinique spécialisée en sommeil d'enfant au Canada. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, c'est très neurologique. Épilepsie sommeil, trauma, paralysie cérébrale, etc. Apnée, beaucoup de cliniques d'apnée. Mais en santé mentale d'enfant, il n'y en a pas d'autres. C'est pas normal. Il y a souvent plein de psychologues quelque part, plein de psychiatres, plein de travailleurs sociaux, d'ergo, de psychoéducateurs qui connaissent le sommeil, qui pourraient se partir d'une clinique de sommeil. Ça n'existe pas, on n'en trouve pas. C'est quand même assez étonnant. Un autre exemple qui illustre le fait que dans le TDA, le trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est une constellation de problèmes, puis il n'y a pas un enfant qui vient à la clinique qui n'a pas une multitude de problèmes. Anxieux et autiste, anxieux et tourette, etc. Des causes, des problèmes biologiques, des problèmes sociaux, problèmes d'école, bullying, soit qu'ils en font, soit qu'ils subissent l'intimidation. Tout ça tourne ensemble et ça vient toucher le sommeil qui est tellement sensible à tout ça. Ça donne un bon indice. Et leurs signes cliniques, eux autres aussi, sont augmentés. Un enfant TDA, qui a un TDA avec ou sans hyperactivité, qui dort mal, ça augmente son attention, son impulsivité, l'irritabilité, l'agitation, comme je vous disais tantôt. Ça démasque les comorbidités. Il devient plus anxieux quand il dort mal. Ça peut aussi démasquer des choses qui n'existaient pas démasquer, mais faire apparaître des syndromes qui n'existaient pas. Ça exaspère les proches, bien sûr, les parents, les soignants, les intervenants qui n'en peuvent plus d'avoir un enfant qui s'en peut plus lui-même. Il faut donc associer ça aussi. Il faut créer une genre d'alliance avec les professeurs, avec les soignants, les intervenants, les psychologues, les autres médecins. Au début, c'est le fun, c'est un beau défi de rencontrer des enfants autistes, rencontrer des enfants TDAH. Après 7-8 ans, on se dit, bon, j'en ai vu quelques-uns qui commencent à me tanner un peu parce qu'ils sont tous tannants, puis je ne réussis pas à les aider comme je voudrais. Il faut passer par-dessus et dire, le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment les outils qu'on a. Puis les outils qu'on a, c'est faire connaître le sommeil. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les bonnes questions? Comment peut-on créer une alliance avec les soignants, les décideurs, les gestionnaires, etc.? Comment faire ça? Moi, ça a des questions qui me dépassent un petit peu. Ce qui fait que, quand on pense à ce qui se passe dans la réalité, c'est 1% des enfants qui ont accès à des soins quand ils ont un trouble du sommeil. Il n'y a pas de spécialistes. Ils n'ont pas de formation, ces spécialistes-là. Puis les médecins, les psychologues aussi, on a l'approche médicale de jour. C'est vrai pour les personnes âgées aussi. On pense au jour, on ne pense pas si c'est normal. Il y a plein de neuropsychologues qui testent la mémoire, la concentration d'un enfant le matin, alors qu'il a très, très mal dormi la nuit avant. C'est pas un problème d'attention, c'est un problème de sommeil. C'est pas vrai non plus que tous les enfants impératifs, c'est des enfants qui dorment mal, puis c'est pour ça qu'ils sont comme ça, mais il faut quand même y penser en 24 heures, toujours. Tous les gens que vous voyez, peu importe votre travail, pensez en termes de 24 heures tout le temps. Le problème de distance géographique aussi. Faire venir une famille de Jonquière ou de Rouyn-Noranda, c'est pas évident de venir à ma clinique à Montréal. Il faut qu'ils couchent quelque part. À l'hôpital, il y avait déjà un budget pour une entente avec des hôtels pas loin où est-ce que les parents peuvent coucher là. Nous, on a une chambre maintenant dans le laboratoire. Il y a des chambres pour les enfants, puis les parents peuvent coucher dans la chambre aussi, dans une autre chambre maintenant. Ça aide un peu, mais ils viennent de loin. Donc, ce qu'on fait, on envoie la montre ou on envoie la caméra, comme je vous disais. Ça me donne des indices, mais ça ne me donnera pas sommeil lent profond. Ça ne me donnera pas sommeil paradoxal, par contre. Il va me manquer d'informations. Si j'ai soupçon qu'il y a quelque chose, on va peut-être les faire venir pareil pour essayer d'organiser au mieux. Mais c'est loin. Donc, ils n'ont pas d'accès facilement. Les coûts que ça implique pour eux, pour nous, pour le système de santé, c'est lourd.
Il faut développer des méthodes. On a développé, par exemple, des vestes, une espèce de camisole, qui peuvent enregistrer la respiration, la température, les mouvements. On envoie ça par la poste, ça nous revient, ça pèse quelques grammes. Et ça, c'est des vêtements intelligents. Ça peut nous aider. On est en train de développer des algorithmes, ça peut nous aider, ça. Mais on n'est pas proche de réussir à avoir ça. Donc ça, c'est un peu les problèmes auxquels on a à faire face. Puis aussi, de réussir, puis c'est ma dernière diapo, puis c'est là qui sont mes points. Il y a l'accès aux soins, mais il faut sensibiliser plein de monde. La communauté en général fait de l'éducation. On a commencé à parler du sommeil chez les adultes il y a quelque temps. J'ai participé à une campagne de sensibilisation pour la somnolence au volant. Puis mon plan de match, c'était d'amener les gens au ministère de s'intéresser aussi à la somnolence chez les enfants. Qu'est-ce que ça fait pour l'école? Puis ça n'a pas passé parce qu'ils sont tombés plutôt sur la marijuana, parce que c'est plus prégnant comme problématique en médecine maintenant. Mais c'est là qu'on devrait aller un peu, sensibiliser tout le monde, s'intéresser à mon enfant, est-ce qu'il dormait, est-ce qu'il ne dort pas bien, soi-même, est-ce qu'on dormait, est-ce qu'on ne dort pas bien. Donc la communauté, les milieux de santé, même la formation. Je donne, moi, 3 heures de cours sur le sommeil à l'Université de Montréal. Il y a 3 heures de cours qui se donnent aux psychiatres en formation. C'est moi qui donne ça. Puis je donne 90 minutes à des étudiants en pharmaco, puis c'est tout. Il n'y a pas rien d'autre. Zéro. Sciences infirmières, zéro. Psychologie, ils ont un cours de méthode. Ils ont un séminaire maintenant. On a créé un séminaire de sommeil gradué, maîtrise doctorat, puis on a créé un cours de bac fondamental un peu en sciences biomédicales pour les étudiants de bac. Sinon, ça n'existe pas. Les médecins n'ont à peu près rien comme formation. Les infirmières n'ont rien comme formation non plus. C'est quand même assez décevant. Donc, c'est des décideurs autant dans les universités que dans le CIUS, qu'ailleurs. Notre CIUS, on est chanceux, sont très favorable. Ils nous aident beaucoup à la clinique, donnent du bon support, c'est quand même assez bien. Dans les autres, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres cliniques. Même à Robert-Gifford, j'ai des collègues qui travaillent en sommeil, ils font de la recherche, il n'y a pas de clinique. Il n'y a pas d'argent pour ça, puis ils ne la feront pas, la clinique. C'est un petit peu difficile. Fait qu'il faut trouver des façons de sensibiliser les gens. Quels sont les canaux? Et c'est là que j'arrive, moi, au bout de mes compétences puis de mes réseaux. Puis, quand je discute avec Mme Del Barrio, on parle un peu de stratégie, de réseau, de recherche, de communauté. Bien, c'est ça que ça va nous prendre, nous, de notre bord en tout cas, prendre des gens qui sont plutôt impliqués au niveau social, puis pouvoir contacter les groupes, les bons groupes au bon moment, de la bonne façon, le bon langage, le bon niveau d'intervention, sensibiliser. Fait que ça nous prend autant de l'éducation, il faut qu'on se fasse éduquer, nous autres, chez nous, à ces approches-là, pour qu'on puisse transmettre nos connaissances, puis pas seulement les transmettre, mais les échanger, parce qu'on apprend des parents. J'apprends des parents autistes qu'un lit dans le coin, c'est bien mieux que n'importe quoi. Fait que tous les enfants, maintenant, je suis sûr que le lit soit dans le coin, ils touchent sensoriellement quelque chose, ça donne des repères physiques, puis ils sont très heureux avec ça. On apprend de tout le monde, on apprend toujours, puis moi, c'est de ça que j'ai besoin, d'apprendre des gens qui s'intéressent plus aux dimensions sociales. Fait que j'aurais pas de réponse aujourd'hui, on peut discuter un peu. Puis ça sera de continuer à réfléchir là-dessus éventuellement. Puis vous trouverez mon adresse dans le courriel, n'importe où sur Google pour me donner vos réponses si vous en trouvez d'ici ce que je prenne ma retraite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.